Bonjour à tous. Merci beaucoup de participer à notre webinaire Heads Up Consulting X Didomi avec un case study Shine. On va parler donc de consentement, cookies et privacy, sur la thématique comment conformer votre acquisition digitale aux nouveaux enjeux. Nos speakers seront Charlotte Perrin, qui est de chez Didomi, Director of Customer Success. On aura Brian Blanchot de chez Shine, qui est Growth Marketer. Et ensuite, chez Heads Up Consulting, Étienne Ginou, qui est co-head of Social Ads. Donc, je vais laisser la parole à Charlotte. Juste avant ça, je vous laisse juste sur la droite, il y a un onglet chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, ils y répondront avec plaisir. Charlotte, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Pour commencer, je vais me présenter. Je suis effectivement directrice du département Customer Success chez Didomi. Et donc, le but de ce département est de s'assurer que nos clients soient conformes à la réglementation en lien avec la privacy et aussi de les aider à optimiser quotidiennement leurs implémentations pour les aider à atteindre leurs objectifs. Et je vais également laisser Étienne se présenter. Merci beaucoup Charlotte. Donc pour ma part, c'est Étienne Ginou, co-head of Social Ads chez Heads Up Consulting. Donc moi, j'ai rejoint Heads Up il y a plus de 3 ans et demi. J'ai un gros scope du coup Social Ads comme le dit le titre, donc tout l'écosystème social media de Facebook en passant par Snapchat et jusqu'à TikTok dernièrement. Et mon but, c'est aussi au sein de l'agence de former les consultants, d'accompagner les comptes clés, notamment Shine, dans leur développement sur les réseaux sociaux. Donc, je suis ravi de vous présenter un petit peu ce que nous, on a pu mettre en place avec justement Shine, suite à toutes ces évolutions qui ont assez bouleversé le marché depuis maintenant bientôt un an. Et du coup, Brian Blanchot, moi je fais partie de l'équipe marketing de Shine, qui est le compte pro en ligne des entreprises et des indépendants. Historiquement, je m'occupais de l'acquisition payante et aujourd'hui, je suis sur d'autres sujets, mais je suis encore les sujets super fun de la RGPD au sein de l'équipe marketing. Merci à tous les deux. Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire et entrer dans le vif du sujet. Au programme, premièrement, on va vous expliquer comment vous mettre en conformité avec les nouvelles réglementations, surtout notamment par rapport aux traceurs. Comment aussi être performant, atteindre vos objectifs et obtenir les meilleurs taux de consentement possibles de la part de vos utilisateurs. Comment aussi faire en sorte de faire des choix raisonnés et d'éviter les répétitions. Et ensuite, l'impact, en fait, on va passer sur l'impact des différentes recommandations sur les audiences. Et donc, je vais commencer ce webinaire par justement comment vous assurer que vous êtes en conformité avec les récentes réglementations sur la protection des données personnelles. Je vais commencer quand même par présenter Didomi. Didomi, on est une solution et on aide en fait nos clients à gérer l'ensemble des consentements de leurs clients. On va aider les utilisateurs à gérer aussi leurs données personnelles et on aide les entreprises à optimiser la gestion des consentements. On est actuellement leader sur le marché français et on est présent sur plus de 160 000 sites et applications. Au niveau de nos solutions, on a la fameuse Consent Management Platform. On va, avec cette solution, aider nos clients à gérer les consentements pour les traceurs, donc tout ce qui est cookies, et également sur app. On a également le Preference Center. Là, on va collecter les consentements de manière beaucoup plus globale, aider nos clients à collecter des consentements pour les mails, pour les communications, et on s'intègre en fait dans l'ensemble de l'écosystème de nos clients, avec le CRM, l'ADMP, les CDP aussi. Et donc, on va pousser les consentements utilisateurs dans l'écosystème de nos clients pour justement les aider à mieux communiquer et à obtenir le moins d'opt-out possible sur tout ce qui est communication. Et on a pas mal de belles références chez Didomi, par exemple Orange, Decathlon, l'équipe qui nous font confiance et qu'on accompagne quotidiennement sur les sujets de gestion du consentement.
Donc, il y a eu pas mal de changements ces dernières années en matière de privacy. Donc, comme vous le savez, ça a commencé avec le RGPD, qui est rentré en vigueur en 2018 et qui est venu poser la base sur la gestion du consentement, qui a donné une définition de ce qu'était le consentement, qui n'existait pas avant. Il y a eu l'ensemble en fait aussi des autorités de protection des données personnelles en Europe qui ont suivi le pas et qui ont du coup travaillé sur des recommandations spécifiquement liées aux cookies. Donc en 2020, il y a eu la CNIL, donc il y a eu beaucoup de changements sur tout cet écosystème traceur cookie consentement. On a l'Allemagne aussi qui a suivi la CNIL, l'autorité italienne également. Il y a eu aussi pas mal sur le marché de changements, notamment l'autorité belge qui a déclaré que le framework IAB était illégal et non conforme au RGPD. Donc le framework IAB qui est un système permettant de passer en fait justement la chaîne de consentement à l'ensemble des acteurs publicitaires. Et en 2022, donc encore très récemment, Google Analytics qui a été déclaré illégal entre guillemets par plusieurs autorités de protection des données personnelles, notamment à cause des transferts de données qui se font en dehors de l'Union européenne. Donc tout ça a eu un impact pour nos différents clients et il a fallu revoir un petit peu la manière dont les consentements étaient gérés et collectés au sein des entreprises. Justement, on va refaire un petit zoom sur ce qu'a dit la CNIL il y a quelques années maintenant. Ça, le temps passe vite, mais il y a eu beaucoup de changements sur la manière de collecter le consentement. Donc, le consentement, il n'est plus possible déjà de scroller pour le collecter, de cliquer pour le collecter. Il faut qu'il soit spécifique, transparent et collecté sans aucune ambiguïté. Donc, ça a changé pas mal de choses. Il faut aussi qu'il y ait un bouton qui permette à l'utilisateur de refuser les traceurs au premier niveau d'information. Donc ça, il y a eu énormément d'impact sur la collecte des consentements et les taux de consentement de l'ensemble des sites. Et la durée des cookies est également limitée, donc ce qui a aussi amené à pas mal de baisses sur les taux de consentement. Justement, quelques chiffres. On était avant ces recommandations CNIL et avant le RGPD à 100% de taux de consentement parce que la plupart du temps, il n'était pas forcément collecté. On considérait que le consentement utilisateur était un peu acquis. Puis, suite aux recommandations avec l'apparition du bouton permettant aux utilisateurs de refuser le consentement au premier niveau d'information, on a constaté forcément une baisse et on est passé d'un taux de 90-95% à 75%. 70% en moyenne. Et donc, on constate que le fameux bouton refuser est un petit peu moins performant que le lien continuer sans accepter que la CNIL autorise aujourd'hui sur le marché français. Et donc, voilà, nous, le but, justement, ça va être de faire régulièrement des benchmarks pour suivre les pratiques qui marchent le mieux et conseiller nos clients afin qu'ils puissent obtenir le maximum de consentement. Là, c'est les taux de consentement sur les différentes plateformes, parce que Didomi, on propose la collecte de consentement sur site internet, comme je l'ai dit, également sur application et aussi sur les univers CTV aujourd'hui. Donc, les taux sont à peu près similaires sur les différents desktops. Comme vous le voyez, donc CTV, on est autour de 75%. Pour les sites également, un petit peu moins de taux de consentement sur app, où on a un taux aux alentours des 72% de taux de consentement. On constate également des différences selon les industries. Donc, comme vous le voyez, donc ça, c'est des benchmarks qu'on fait régulièrement et qu'on update. Donc, sur le secteur du tourisme, on a un très bon taux de consentement qui est plutôt autour des 85%. Sur tout ce qui est gaming, entertainment et sport, on est plus autour des 75%. Et pour tout ce qui est média publisher, on est en moyenne autour des 70%. Donc, on constate des différences entre les différentes industries, mais on voit également que ce qui va compter, c'est la confiance aussi que l'utilisateur a en la marque. Et plus l'utilisateur a confiance en la marque, plus les taux de consentement sont importants. Donc, il va y avoir une vraie stratégie de la part des acteurs pour justement montrer à leurs utilisateurs que leurs données sont précieuses, que l'entreprise fait attention à la vie privée de l'utilisateur et c'est ça aussi qui va permettre d'obtenir des taux de consentement dès que l'utilisateur a confiance
dans le site ou en la marque. On a également des benchmarks sur les différents taux de consentement selon les pays. Donc, forcément, les taux de consentement vont varier selon les pays. Alors, le bouton « Refuser » n'est pas obligatoire partout. Donc, forcément, là où ce n'est pas obligatoire, les taux de consentement sont plus importants. Mais voilà, on constate quand même en France, là où les directives ont été appliquées plus tôt, on a été quand même assez précurseurs en France, que les taux se stabilisent, comme je l'ai dit, autour des 73%. Il y a quelques mois, on était plus autour des 80%, mais les utilisateurs commencent aussi à s'habituer et à refuser. Donc, le marché français est un taux de consentement qui est un petit peu plus bas actuellement. Donc, comment vous mettre en conformité avec les recommandations de la CNIL? Eh bien, il faut tout simplement commencer par implémenter une CMP, donc comme dit Domi, qui va vous permettre justement de collecter l'ensemble des consentements utilisateurs. On va également fournir la preuve en cas de contrôle. On a beaucoup en ce moment de contrôle CNIL et le but aussi de Didomi est de restituer les différents consentements en cas de contrôle de l'autorité. Et donc, on va également aider nos clients à intégrer la CMP dans l'expérience utilisateur. On va aider aussi à personnaliser le design et à intégrer la CMP dans le site pour avoir des taux de consentement importants. Quelques exemples justement de bannières qu'on peut voir chez certains de nos clients pour optimiser toujours la collecte. On voit par exemple ici que lorsque l'utilisateur clique sur « Continuer sans accepter » et donc refuse le dépôt de traceurs, on va repousser une petite popine pour essayer de recollecter le consentement et pousser l'utilisateur à accepter en expliquant que le site, en fait, c'est ce qui va l'aider à vivre et on voit en fait que ce genre de pratique marche beaucoup et on constate des taux de consentement beaucoup plus importants avec ce genre d'implémentation. Donc ça, c'est des choses qu'on a A/B testé avec nos clients et on va les aider à tester et on va suivre aussi l'évolution des taux de consentement et on constate que ce genre de pratique aide vraiment à optimiser la collecte de consentement positif. Ici, on a un autre de nos clients qui a implémenté un système un peu paywall. Donc, quand l'utilisateur final refuse le dépôt de traceur, on va repousser également une popine, lui proposant soit de s'abonner, soit d'accepter les cookies. Et là encore, on voit que les taux de consentement augmentent et on va vraiment essayer d'éduquer l'utilisateur et lui faire comprendre que le site a besoin également des traceurs pour monétiser son site et on va le pousser à accepter ou à s'abonner. Donc ça, c'est un exemple d'implémentation aussi qui marche très bien. On a aussi la position du coup de l'action permettant à l'utilisateur de refuser les cookies. On va en fait aider nos clients à optimiser ça. Donc, on peut changer de place le fameux lien « Continuer sans accepter » et on va aider nos clients à A/B tester la place du lien et voir ce qui marche le mieux. Et on va le changer de place pour optimiser la collecte des consentements. On va aussi aider nos clients à pousser justement la collecte de data first party et donc en cas de refus, proposer soit un abonnement ou soit une création de compte. Ça, c'est aussi une technique qui marche très bien pour collecter de la donnée first party et obtenir également plus de consentement. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, donc je vais y répondre. Donc, on a une question de Camille. C'est une obligation d'avoir le bouton « Refuser » au premier niveau de lecture. Tout à fait. Alors, il faut soit avoir un bouton permettant à l'utilisateur de refuser, donc un bouton « Refuser » classique, ou alors, ce que la CNIL autorise, en tout cas en France, c'est le fameux lien « Continuer sans accepter » qui fait en fait office de refus. Mais oui, c'est une obligation d'avoir un bouton ou un lien permettant à l'utilisateur de refuser les cookies en premier niveau d'information. Au niveau de l'optimisation, du coup, comme je l'ai dit, le but de nos clients va être d'optimiser au maximum la collecte de consentement. Alors, je vais passer à la slide suivante et je n'y arrive pas. Voilà. Donc,
Justement, on va passer à Shine et en fait, on va vous expliquer comment Shine a fait pour maximiser la collecte de ses consentements. Donc, avant Didomi, Shine avait une bannière in-house, donc c'était une solution maison, ce qu'on appelle les solutions maison, qui était développée et maintenue en interne. C'est très compliqué de maintenir ce genre de solution, surtout quand on voit à quel point la réglementation est mouvante. Et donc, il faut optimiser à chaque fois, changer sa bannière, changer ses textes. Il faut suivre en fait toute l'actualité législative. Et ça peut être compliqué, on peut louper des choses et on peut se retrouver très vite en inconformité. Donc, le but de Didomi est d'accompagner les clients sur toutes ces questions de conformité. Comme je l'ai dit, de les aider à optimiser au maximum les taux de consentement grâce à l'optimisation de l'UX notamment. Voilà, de les updater régulièrement des différents changements de réglementation. Donc, chez Didomi, en fait, on propose une équipe dédiée, une équipe de spécialistes. Et donc, notre première mission va être d'onboarder nos clients et de les aider à implémenter la solution. Donc, on les accompagne jusqu'à l'implémentation de la solution. Donc, on a une personne à l'onboarding qui est dédiée et qui connaît très bien tous ces sujets et qui accompagne le client tout au long de son implémentation et qui va l'aider justement à optimiser la bannière et l'UX. Ensuite, on a un Customer Success Manager, qui est une personne différente, qui va accompagner le client une fois que l'implémentation est terminée et qui va régulièrement contacter le client pour lui partager les benchmarks de l'industrie, les différents taux de consentement et les nouvelles pratiques d'optimisation. Et on a également un support technique. Là, en fait, on répond à toutes les questions parce que c'est des sujets un peu techniques. Et on a une équipe technique dédiée que nos clients peuvent contacter sur notre plateforme. Donc, en quelques mots, comment implémenter une CMP? Alors, la première chose qu'on conseille, c'est un outil qu'on met également à disposition de nos clients, c'est de lancer un rapport de conformité sur leur site pour repérer les différents traceurs qui sont déposés par les différents partenaires et de faire un inventaire des différents cookies. Une fois qu'on a fait ça, on crée la bannière de collecte des consentements dans la plateforme Didomi, on l'optimise également dans la plateforme et ensuite, on va venir bloquer les différents partenaires pour ne pas qu'ils déposent des cookies avant consentement. Donc, ça, c'est une étape très importante et c'est aussi ce que la CNIL va regarder en cas d'audit des différents sites Internet. Du coup, je te laisse la parole, Brian, pour que tu expliques un petit peu comment Shine a fait pour implémenter la bannière et optimiser aussi au maximum, notamment le design et l'implémentation. Yes, ouais, comme tu disais, avant qu'on mette en place Didomi, c'était un peu le cirque chez nous. En plus, les cookies, c'est pas forcément le sujet préféré de nos équipes techniques. Donc, ils y allaient toujours un peu à reculons quand il fallait mettre en place les mises à jour. Donc, un jour, il y a notre DPO qui a dit on va cleaner tout ça. On va essayer de faire les choses correctement parce qu'il y a de plus en plus d'audits de la CNIL qui touchent tout un tas de boîtes, petites, grandes, etc. Donc, c'était le bon moment de se mettre en conformité. Donc, on a monté une petite équipe de 3-4 personnes. Donc, d'abord, on vous a contacté, vous, Didomi. On a décidé avec le design et l'équipe produit comment est-ce qu'on voulait créer une bannière qui soit à l'image de Shine, parce qu'on essaye de faire en sorte que ce soit ressemblant à la marque, parce que le côté confiance est super important. Et plus on a un design sympa, plus on se dit que l'affinité avec l'utilisateur, elle va être forte, et plus on a des chances de maximiser notre taux d'acceptation. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment se poser sur à la fois les textes et la partie design, d'autant plus que pour beaucoup d'utilisateurs, ça va être en fait le premier contact avec la marque avant même de voir notre site internet ou notre application, d'où l'importance d'avoir vraiment un produit fini et poli correctement. Et enfin, côté marketing, faire le lien avec toutes les régies, toutes les plateformes pour s'assurer qu'on bloque correctement, pour s'assurer qu'on active les options alternatives dont on vous parlera tout à l'heure, type le consent mode quand c'est possible, et s'assurer que tout est dans les clous. Et au final, on est plutôt content du résultat. Aujourd'hui, on a une bannière qui ressemble à ça. Donc, on n'est pas allé chercher l'inspiration bien loin. On représente des cookies sur notre bannière de cookies, assez classique, mais toujours dans le style de Shine. Et dans les textes, on explique ce que sont les cookies, pourquoi on a besoin des cookies. On reprend, même si c'est un peu une zone grise aujourd'hui, les textes IAB-TCF qui nous permettent de ensuite envoyer à toutes les régies connectées les strings de consentement, ce qui nous permet de communiquer avec ces régies-là.
Donc, il y a des textes qui sont obligatoires qu'on met. Un lien forcément vers notre politique de vie privée qui a des paragraphes en clair dans lesquels on détaille sans langage légal, jargon, pour que l'utilisateur soit vraiment, ait vraiment une vue complète de ce qu'on collecte et pourquoi on le collecte. Et on a testé plusieurs versions. Effectivement, chez nous, la version avec le lien en haut, continuer sans accepter, est la version qui performe le mieux, comme chez beaucoup d'annonceurs. Et on a la chance d'être dans un business où la banque, où les gens ont quand même plutôt confiance et dans lesquels on va leur demander énormément de données ensuite. Donc, on a des taux d'acceptation qui sont plutôt bons. Sur la partie préférence, je vois pas mal de marques qui en fait essayent de lister toutes les finalités possibles et tous les partenaires possibles. Nous, on a fait le choix de lister vraiment que ceux qu'on utilise parce que j'ai l'impression que pour l'utilisateur, ça fait un peu peur si on liste vraiment tous les partenaires. Je crois que Didomi s'intègre par défaut avec des centaines et des centaines de partenaires, mais chez Shine, on n'utilise pas tout le monde. Donc, on liste vraiment que les partenaires qu'on utilise pour que l'utilisateur ait vraiment une vue transparente sur ce qui est collecté et à qui c'est envoyé. Et ça, pour nous, c'est vraiment très important et très aligné avec notre image de marque. Et on s'appuie aussi sur les finalités proposées par l'IAB, qui sont des finalités standards qu'on retrouve sur pas mal de sites pour que là encore l'utilisateur ne soit pas perdu et que le jour où on a un audit, ce soit des choses qui soient relativement dans les clous, comprises par la CNIL et qu'on n'ait pas des débats sans fin sur que signifie cette finalité, qu'est-ce que vous voulez dire par là, etc. Et donc aujourd'hui, on a un taux de consentement qui est à 80%, qui je crois est légèrement supérieur 86% même, qui est supérieur à la moyenne française. Donc, c'est plutôt satisfaisant et c'est un taux de consentement qui ne baisse pas trop dans le temps. Donc, on a testé plein de choses et il reste stable malgré tous les changements, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent l'habitude de continuer sans accepter. Donc c'est plutôt chouette. Et on travaille beaucoup l'acquisition payante pour faire en sorte que même si on n'arrive pas à collecter les cookies dans 100% des cas, on puisse quand même se débrouiller et faire des choses qui soient satisfaisantes parce que de toute façon, je pense que la philosophie de la CNIL, c'est plutôt de durcir les réglementations plus que de les alléger, donc il faut s'y préparer. Et je passe la main à Étienne. Parfait, merci Brian. Sur cette partie 3, alors je vais juste regarder dans le chat, je ne sais pas s'il y avait des petites questions. Ah si, j'en vois une, je ne sais pas si tu veux y répondre, Charlotte. Quelles sont vos recommandations pour améliorer le taux de consentement d'un site ? Alors justement, merci Étienne, c'est ce qu'on disait. Nos recommandations, ça va être déjà de faire des A/B tests, notamment par exemple pour tester la couleur des boutons, voir ce qui marche le mieux, tester aussi la place du lien continuer sans accepter. Ça dépend un petit peu de chaque site. Donc nous, on va aider nos clients, on va A/B tester. Mais bon, déjà pour optimiser, notre conseil principal, on voit ce qui marche un petit peu mieux, c'est le lien continuer sans accepter. Donc ça va être souvent une de nos recommandations de mettre ce lien plutôt que le bouton refuser. Et ensuite de personnaliser au maximum la bannière. Donc la fondre en fait dans son site, ajouter des logos, mettre les boutons aux couleurs du site. Donc on remarque que la personnalisation de la bannière, c'est aussi ce qui va aider à optimiser les taux de consentement et à obtenir de meilleurs taux en fait. Parfait. Je pense que c'est bien que tu parles d'A/B test parce que autant c'est valable côté, bien évidemment, bannière, consentement, etc. Mais c'est aussi complètement valable côté, entre guillemets, régie et acquisition payante. Du coup, on va un peu plus basculer dans cet aspect, quel est l'impact, entre guillemets, de toutes ces réglementations, de la mise en conformité, etc. sur la partie paid. Déjà, premièrement, si on essaye de faire un petit état des lieux et répondre à cette question, il y a un fondamental à avoir en tête qui est, je vais te laisser un peu plus déblatérer là-dessus, Brian, mais valoriser la donnée first party dans un premier temps. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'on va pouvoir de moins en moins collecter de signaux externes, que ce soit cookies, etc. Mais on va pouvoir. Aujourd'hui, il y a plein d'outils de façon de collecter beaucoup de données, notamment comportementales, au sein des produits et services en ligne, d'où aussi pousser à la création de comptes pour
pour certaines plateformes quand l'utilisateur n'accepte pas les cookies. Et nous, chez Shine, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Typiquement, on a des informations sur quand est-ce que l'utilisateur utilise sa carte bancaire, quand est-ce que l'utilisateur fait un virement, etc. Et ça, c'est des données aujourd'hui sur lesquelles on peut s'appuyer, extrapoler en croisant plusieurs sources de données, que ce soit des données que l'utilisateur nous a données, nous a communiqué lui-même ou des données qu'on observe, pour ensuite construire des audiences qui vont être performantes. Typiquement, on sait que si l'utilisateur commande sa carte, il y a des grandes chances ensuite qu'il fasse un paiement et donc soit un utilisateur intéressant pour Shine. Et enfin, toujours utiliser des proxys. Aujourd'hui, on a un peu tous cette vision de l'Eldorado, du jour où tout sera traqué parfaitement, on aura une vision très très claire sur tout ce qu'on collecte, que toute la data soit nickel. Je pense que malheureusement, ça n'arrivera pas, ou pas avec énormément de ressources. Donc, on a plein de signaux faibles sur lesquels s'appuyer. On regarde des tendances, on regarde différentes sources de données, on agrège tout ça et on se dit, est-ce que ça va globalement dans la bonne direction ? Et même si c'est des approximations, tant qu'on a des ordres de grandeur qui soient cohérents et des sources qui soient à peu près fiables, on peut quand même piloter l'acquisition payante face à ça. Et rassurez-vous, toutes les boîtes, qu'elles soient grandes, petites ou quoi que ce soit, ont des problèmes. Certaines le savent, d'autres ne le savent pas. Mais on est tous dans cette situation où c'est jamais parfait. Donc, il faut composer avec. Exactement, et je vais rebondir sur ton dernier point. L'avantage du coup de travailler en agence, c'est qu'on voit forcément beaucoup de projets passer tout au long de l'année. Et effectivement, j'insiste là-dessus, aucune marque n'a un tracking parfait et est capable de remonter 100% de sa donnée. Donc, en ayant en tête un petit peu tous ces points-là, de essayer de collecter un maximum de données tant que vous le pouvez, même sur la partie data, sur la partie études, sur la partie BI, etc., c'est très important de connaître son audience, son bassin, ses comportements, pour derrière essayer d'en sortir des proxys, aussi faibles paraissent-ils, mais qui derrière vont avoir un énorme impact sur toute la partie pilotage de vos propres audiences et en plus sur la partie payante dans un second temps. Ici, si on se pense un peu plus sur la partie évolution, entre guillemets, de la récupération des cookies, donc dans une première partie, on expliquait que forcément la CNIL avait eu un énorme impact sur tout ça, mais ce qu'il faut aussi remettre en lumière, c'est qu'il n'y a pas forcément que la CNIL qui est un peu l'investigateur de tout ça, il y a également quelques navigateurs qui le sont. Et pour rappel, ici, en 2018, on avait Safari qui avait commencé à lancer l'Intelligent Tracking Prevention. Ensuite, en 2019, c'était suivi par Firefox et le blocage par défaut des cookies tiers. Et enfin, maintenant, en 2022, plus horizon 2023, on a Chrome qui va progressivement arrêter la collecte de ces cookies tiers. Donc, petit à petit, en fait, on se dirige vers un écosystème cookieless. C'est un secret pour personne, mais ça, il faut bien l'avoir en tête parce que aujourd'hui, l'écosystème repose quand même en grande partie de la partie acquisition payante sur la collecte des cookies. Donc, l'idée, c'est quand même d'essayer de se mettre en conformité assez rapidement là-dessus. Et du coup, si on prend un peu de recul par rapport aux données qu'on peut explorer aujourd'hui et exploiter sur Shine et ce qui se passe sur le marché de la collecte de données, on voit qu'il y a vraiment un drop à partir du moment où on arrive sur milieu d'année où la CNIL commence à vraiment s'implanter, à être un peu plus dure avec tous les acteurs du marché. Et donc, ça crée une réelle disparité sur les données qui sont collectées par rapport à celles qui étaient collectées auparavant. C'est un secret pour personne. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de faire avec les nouveaux signaux, de s'adapter au marché. Et pour ça, il y a toute une mise en conformité qu'il est possible de faire sur les régies. On en a fait pas mal d'ailleurs côté Shine. Brian vous l'expliquera un peu plus peut-être, mais on a commencé par, sur la partie Facebook, mettre en conformité avec la Conversion API. On essaye de moins en moins de passer par le navigateur et le cookie, mais beaucoup plus par la communication entre les serveurs, donc les serveurs de Facebook et les serveurs de Shine sur cette partie. On a également la partie dont parlait Brian, Consent Mode. Donc là, c'est plus dédié à Google, mais c'est comment faire si l'utilisateur n'a entre guillemets pas donné sa validation au niveau des cookies pour essayer de faire en sorte de remonter une conversion malgré le fait que l'utilisateur n'ait pas donné son consentement pour quand même récupérer de la donnée et donner la juste valeur et le mérite aux plateformes d'acquisition qui sont toujours utilisées et qui l'étaient déjà auparavant. Et après, il y a également quelques petites nouveautés, notamment sur la partie Google, toujours avec l'Enhanced Conversion. Donc là, ici, en fait, on va essayer de prendre un utilisateur qui est logué dans l'environnement Google et qui, derrière, va faire une action. On va récupérer une information qui est du coup soit l'email, soit l'order ID, etc. Ça va être haché, anonymisé et ensuite transmis à Google pour que derrière, on puisse essayer de, entre guillemets,
bypasser la partie cookie directement. Donc, il y a des alternatives qui existent. La première chose à faire, bien évidemment, c'est de se mettre légalement en conformité avec l'utilisation d'une plateforme comme Didomi, par exemple. La deuxième chose, c'est bien évidemment d'avoir en tête qu'est-ce qui se passe côté annonceur en termes de data. Et ensuite, la troisième étape, c'est bien évidemment de se mettre en conformité le plus vite possible et le plus rapidement possible avec toutes les régies et notamment les solutions qu'on vient juste d'exposer à l'instant. Une chose aussi qui a été importante côté Shine, je vais te laisser un peu plus remonter là-dessus, Brian, c'est qu'est-ce qui s'est passé concrètement côté funnel d'inscription? Parce que forcément, on ne peut pas essayer d'avoir exactement la même chose qu'avant, alors qu'on arrive à remonter moins d'informations. Du coup, l'idée, c'est aussi d'essayer de s'adapter par rapport à ça. Et le funnel de Shine a notamment été revu par rapport à toutes ces choses-là. Ouais, c'est ça. En fait, historiquement, nous, on préférait faire beaucoup de préqualification en amont. Donc, on avait tout un tas de questions, parce qu'il y a malheureusement tout un tas de prospects qu'on ne veut pas accepter, que ce soit à cause du secteur d'activité, de la région ou autre raison. Donc, on avait toutes ces questions-là très tôt dans le funnel et on collectait les données de contact très tard dans le funnel. Donc, on avait au final très peu de données first party sur lesquelles s'appuyer. Là, on a retravaillé tous nos parcours d'inscription, en partie à cause de la CNIL, mais pas que, pour vraiment réduire le nombre de steps qui arrivent avant la collecte de l'email et du numéro de téléphone et faire la qualification ensuite. Donc, très, très tôt dans le parcours, on a des données qu'on peut utiliser ensuite, notamment avec toutes les technologies que vient de mentionner Étienne, que ce soit les conversions offline, enfin les enhanced conversion ou conversion API avec Facebook. Et on a aussi rajouté l'équipe sales qui rappelle maintenant des leads. Donc, on peut pousser vers un call sales plutôt que directement dans l'inscription produit, ce qui simplifie aussi pas mal les choses. On a pas mal de LP d'acquisition payante là où historiquement, on avait un bouton ouvrir un compte bancaire, qui est une démarche très engageante. Aujourd'hui, on a un bouton se faire rappeler par l'équipe sales qui est beaucoup moins engageant et on a plus de données à ce moment-là que ce qu'on pouvait avoir historiquement. Donc, on peut aussi retravailler son parcours d'inscription pour matcher avec ces nouvelles guidelines de la CNIL, entre guillemets, ou ces nouvelles contraintes et avoir des données sur lesquelles se reposer pour ensuite construire des audiences et piloter l'acquisition payante. Exactement. Et au-delà de ça, on peut également aujourd'hui s'appuyer sur des plateformes. Donc, nous, avec Shine, on utilise notamment Segment, surtout sur la partie web. On va utiliser AppsFlyer pour la partie app. Mais en fait, c'est une plateforme qui permet en fait de collecter tous les proxys qui vont être générés côté Shine pour que derrière, les audiences soient classées, étudiées et ensuite repoussées vers les régies de manière dynamique pour être sûr qu'on s'appuie sur les bonnes audiences au bon moment et qu'on va leur adresser le bon message. Donc, on est autant capable d'utiliser ces audiences en retargeting, mais également en acquisition avec toute la partie audience similaire. Ce qu'on a aussi beaucoup fait, c'est qu'on a utilisé davantage les audiences des régies. Donc, forcément, on a un mix média qui est assez diversifié avec Shine. Et l'idée, c'était de plus en plus, on se rendait compte qu'on perdait, et on va le voir juste après, les informations utilisateurs, notamment pour tout ce qui était retargeting du site. Donc, on s'est dit, on a tout un tas d'informations qui sont directement disponibles sur les plateformes. Je parle des interactions avec les contenus comme les vues vidéo, les clics, les commentaires, etc. Il ne faut pas oublier que sur le social, de base, les personnes sont là pour s'engager avec du contenu, pour communiquer et que le but, c'est pas forcément de les faire sortir dans un premier temps de cet écosystème-là. Donc, on a testé toutes ces, entre guillemets, audiences qui étaient déjà disponibles pour pouvoir voir quelles étaient les audiences les plus efficaces. Ensuite, bien évidemment, ne pas hésiter à s'appuyer sur des audiences larges, mais attention à avoir bien évidemment les prérequis en amont. Quand je parle de prérequis, c'est-à-dire un apprentissage suffisant sur les outils de suivi, donc soit Conversion API, soit le pixel, notamment si on se base sur un Facebook. Parce que si les signaux enregistrés par ces outils-là sont mauvais, vous allez avoir une diffusion qui ne sera pas forcément adaptée par rapport à l'objectif de performance que vous avez. Donc, bien vous assurer que vous avez assez d'apprentissage sur tout cet aspect-là. Ensuite, on a exploré de nouveaux canaux, un TikTok, un Snapchat, des choses qui sont très intéressantes, très en vogue aujourd'hui et sur lesquelles on est capable, avec le bon message, la bonne créa et le bon objectif, de remonter correctement. Et après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'au-delà de ça, chaque régie a ses propres audiences qu'il est intéressant d'exploiter et a également son propre ciblage.
C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même typologie déjà d'utilisateurs et ensuite de potentiels prospects, voire clients, en fonction des différentes plateformes. Par exemple, aujourd'hui, on utilise Facebook, LinkedIn et Snapchat principalement. Sur Snapchat, on est capable de faire de l'acquisition pour de l'ouverture de compte bancaire, mais c'est une typologie de client qui va être différente de celle qu'on arrive à obtenir via LinkedIn ou via Facebook. Donc, l'idée, c'est un peu de se baser sur toutes ces données-là, c'est-à-dire les audiences first party, et également de diversifier un peu son mix média pour aller décloisonner ce que vous faites à l'heure actuelle et toucher des audiences que vous n'étiez pas capable de toucher auparavant. Autre point hyper important aussi et qu'on a beaucoup mis en place avec Shine, on en parlait juste avant, mais la partie A/B testing est primordiale. C'est-à-dire que certes, si avant, on pouvait bénéficier du vent en poupe avec la remontée de données qui était beaucoup plus simple et les cookies qui étaient collectés de manière automatique sur les sites, aujourd'hui, il faut essayer de compenser le fait qu'on ne puisse pas récupérer autant de données qu'avant par tout un travail d'A/B test. Et ce travail-là, il peut être fait autant sur la partie plateforme, c'est-à-dire on va tester les créas, les messages, les paramétrages de campagne, mais également sur la partie, entre guillemets, annonceur-marque, c'est-à-dire sur tester des nouvelles LP, tester l'UX, quel message on adresse. Tu disais, Brian, mais passer d'un message d'ouvrir un compte à être rappelé, c'est différent et ça n'a pas le même impact. Donc, travaillez vraiment votre A/B testing parce que derrière, c'est des décisions qui peuvent être prises pour du long terme et pas simplement pour le court-termiste à l'heure actuelle. Et enfin, ici, on a un petit exemple de nous, ce qui se passait sur certaines audiences de retargeting. Donc ça, c'est sur l'année 2021. On se rendait compte que plus on avançait dans le temps, plus c'était compliqué de remonter sur certaines audiences qui pourtant étaient super performantes par le passé. Donc l'idée ici, c'est grâce à tout le travail d'A/B test qu'on a fait, c'était d'être capable de pouvoir exploiter des audiences qui étaient très qualifiées, mais sur lesquelles on ne pouvait pas avoir un taux de répétition trop élevé, ni une pression budgétaire aussi importante qu'avant. Du coup, on a commencé à tester différents messages, puis différentes redirections, puis différents choix et objectifs de campagne. Et donc ici, on a finalement décidé de partir sur un objectif de couverture, parce que derrière, on savait que l'audience était qualifiée, que notre objectif, c'était de toucher un maximum de monde, et on a vu qu'on ne perdait pas du tout en termes de taux de conversion. Donc l'idée, encore une fois, ici, c'est de tester, vraiment essayer de sortir des sentiers battus sur cette partie-là. On ne pense pas forcément à faire de la couverture pour des objectifs de performance, donc n'hésitez vraiment pas à aller creuser un petit peu sur tous ces aspects-là, sur la partie paid. Maintenant qu'on a traité un peu toute cette partie de quelles étaient les possibilités, entre guillemets, qu'il était possible de mettre en place à court terme, maintenant on va voir quelles sont à long terme un peu les optimisations à ce niveau-là. Déjà, petite remise en contexte et notamment quel a été l'impact de la mise en conformité avec la bannière de cookies d'Idomi. Ici, je vous ai repris les statistiques avant-après, c'est-à-dire qu'on a eu, dans un premier temps, forcément, avant la mise en conformité, une diminution de la taille de nos audiences paid et donc du volume dégagé depuis ces fameuses campagnes. Dans un temps 2, il y a eu toute cette mise en conformité avec le bandeau de cookies, et tous les tests qui ont été menés sur ce fameux bandeau. Et ensuite, derrière, ça a eu un impact assez positif sur les audiences paid parce qu'on a eu une belle amélioration du taux de conversion. Donc, si on reprend un peu ces chiffres-là, sans forcément augmenter le budget et en regardant le taux de conversion du clic jusqu'à l'ouverture de compte bancaire, on a eu une amélioration du taux de conversion de 25%, ce qui derrière représente une augmentation pure du volume de 5%, donc un vrai volume incrémental, avec en parallèle une baisse du CPA. Alors, ça peut paraître des choses qui sont assez anecdotiques, quand on voit moins 1,5% du CPA, mais l'idée ici, c'est de se dire qu'on arrive à collecter de plus en plus de données par rapport à ce qu'on le faisait juste après, du coup, les réglementations. Donc, toute cette mise en conformité permet quand même de travailler au-delà de la sûreté de la marque auprès de l'utilisateur, des côtés très positifs sur tout ce qui est campagne paid. Aussi, chose très importante, je pense qu'il est intéressant de le rappeler, mais il est important de qualifier et aussi de disqualifier ces audiences. Pourquoi je parle de disqualifier? Parce que sur un business comme celui de Shine, sur de l'ouverture de compte bancaire, il y a forcément des fraudeurs. Et les fraudeurs, on est capable, grâce aux proxys qui ont été mis en place côté Shine, de les identifier le plus tôt possible dans le funnel. Et derrière, on a moins cette logique d'inclusion d'audience spécifique, mais plus cette logique d'exclusion d'une audience de fraudeurs. Donc derrière, ici, l'idée, c'est de récolter un maximum
de proxy pour être capable de segmenter les audiences, de savoir qui est positif et qualifié et qui est négatif et donc disqualifié et qu'on ne veut pas retoucher derrière. Je ne sais pas si Brian, tu voulais ajouter une chose là-dessus. Ouais, bah c'est ça. En fait, historiquement, l'approche, c'était plutôt d'avoir des audiences de plus en plus précises. Et là, on adopte un peu le paradigme inverse, dans le sens où on part d'une audience très large et on essaye d'exclure de plus en plus de gens. Donc nous, on a tout un tas de signaux qu'on collecte, de gens qui ne nous intéressent pas et qui ne nous intéresseront jamais, puisqu'on ne peut pas les accepter d'un point de vue légal. Et donc, on s'assure de bien les exclure de nos campagnes, etc., pour bien qu'on soit sur des audiences larges, être sur des audiences qui soient qualifiées et qui soient intéressantes pour nous. Et oui, donc là, on parle effectivement beaucoup de paid, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi plein d'autres canaux qui existent. Le paid, c'est frustrant quand voilà, il y a des réglementations de la CNIL, etc., mais il y a plein d'autres canaux qui continuent de survivre et de prospérer, notamment tout ce qui est plutôt organique, donc avec le SEO, que ce soit l'emailing, même les appels commerciaux, c'est des canaux qui existent pour travailler votre funnel entier et qu'il ne faut pas négliger du tout. Et c'est peut-être là, le signal de la CNIL, c'est peut-être aussi nous encourager à repasser du temps sur ces canaux-là et à pas devenir complètement dépendant du paid qui va connaître des évolutions, que ce soit des évolutions liées aux régies qui elles-mêmes doivent s'adapter à toutes ces réglementations ou des évolutions liées à la CNIL. Donc voilà, il ne faut pas oublier que le marketing, c'est toute la marque, tous les canaux. Donc travailler son positionnement, travailler ses audiences, travailler ses créas, travailler son message. Et ça, c'est des points vraiment essentiels. Complètement. Et justement, tout ce qui est travail de message, je te rejoins à 100% là-dessus. Et d'autant plus sur des leviers, entre guillemets, qui affichent une réelle créa, donc pas forcément le search par exemple, mais plutôt tout ce qui va être social media, display, YouTube. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler que c'est très important de soigner l'image de marque, de soigner la première interaction qu'on va avoir avec un utilisateur. Et au-delà de ça, se rappeler que les facteurs de réussite d'une campagne, ça passe quand même beaucoup par la créa. Ici, vous avez différentes études qui prouvent que on a beau avoir le meilleur mix entre prix, production, distribution, promotion, etc., les meilleures campagnes médias, tout ce qui aura le plus d'impact sur, entre guillemets, vos conversions, ça restera la créa. Et la créa, c'est vraiment pas un aspect de vos campagnes qu'il faut négliger, parce que derrière, c'est ce qui va vous permettre de travailler déjà la première interaction avec l'utilisateur, et ensuite de pouvoir améliorer vos taux de conversion et votre volume de conversion qui sera généré derrière. Donc ici, rapidement, il y a 4, entre guillemets, processus créatifs que vous pouvez, entre guillemets, utiliser pour vos campagnes de perf. Le premier, et il est quand même assez inhérent à tout l'écosystème social media, c'est tout ce qui va être user-generated content. On va, entre guillemets, utiliser les codes des plateformes, donc que ce soit un Instagram, un TikTok ou un Facebook, qui sont utilisés sur la partie organique pour essayer de bypasser ce filtre publicitaire qui est mis en place par les utilisateurs de manière cognitive pour se dire, je suis en train de regarder un contenu natif et pas forcément un contenu paid. Donc ça, c'est des choses qui ont tendance à avoir d'excellents taux de conversion et qu'on peut que vous encourager à utiliser. C'est soit utiliser des clients existants pour leur faire jouer le jeu, soit passer par des influenceurs ou même des acteurs. Mais l'idée, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de tout ce qui va être contenu qui pourrait être généré par les utilisateurs. Dans un temps 2, vous pouvez ajouter également une brique de tout ce qui est avis et notes clients, relations presse. En effet, c'est bien beau d'avoir un produit à vendre, mais les utilisateurs vont regarder si vous avez une vraie plus-value pour eux et qu'est-ce que pensent les autres utilisateurs de votre marque. Il faut qu'ils aient besoin de cette fameuse preuve sociale et cette preuve d'efficacité pour qu'ils puissent avoir confiance en votre produit, en votre marque. Donc, n'hésitez pas à pousser tout ce qui va être les avis et les notes clients dans vos créas. C'est quelque chose de très important et dont les utilisateurs ont grandement besoin pour prendre leurs décisions. Ensuite, si vous n'êtes pas forcément capable de mettre en place toutes ces choses assez rapidement, vous pouvez utiliser bien évidemment tout ce qui est motion design. On est capable de faire beaucoup de choses, beaucoup de variantes grâce à ce format-là. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et enfin, le dernier point, c'est tout ce qui va être appel via Unique Selling Point, c'est-à-dire que essayez de vous comparer à la concurrence et pourquoi est-ce que vous démarquez. Et l'idée, c'est, entre guillemets, de se dire, voilà comment moi, je pourrais répondre aux pain points ou à vos besoins. Et donc ça, c'est très important à avoir sur une créa pour vraiment montrer et délivrer la valeur que peut avoir votre produit ou votre service auprès de cette fameuse audience.
Et du coup, ce qui peut être intéressant parmi toutes ces créas qu'on utilise, au-delà de regarder la performance, c'est d'analyser, entre guillemets, l'impact créatif à travers la mémorisation publicitaire. Comment est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? On ne se base pas du tout sur le tracking. On va, entre guillemets, prendre une audience cible, la séparer en deux. On va exposer un groupe et ne pas exposer l'autre groupe. Et ensuite, on va leur poser les mêmes questions. Et du coup, si par exemple, moi j'ai été dans le groupe des exposés et qu'on me pose la question, vous souvenez-vous avoir vu une publicité pour Shine ces derniers jours? Je suis censé répondre oui, et les gens qui n'ont pas été exposés sont censés répondre non. Et ensuite, on va mesurer le différentiel entre ces deux réponses pour mesurer justement l'incrémentalité des campagnes paid et ensuite de l'efficacité de toutes nos créas. Et enfin, avant de se quitter sur toute cette partie et de passer à la partie Q&A, il faut essayer d'un peu prendre du recul par rapport à tout ça et de se questionner sur l'avenir, entre guillemets, de l'écosystème digital. Si on revient en 2018, et pour ceux qui étaient déjà en train de gérer des campagnes à ce moment-là, ça vous ferait une petite piqûre de rappel. À ce moment-là, on était sur des segmentations d'audience, on était sur beaucoup de granularité, on avait des stratégies d'enchères qui étaient manuelles, on avait des comptes qui avaient beaucoup de campagnes, beaucoup d'ad groupes. On était vraiment dans la micro-optimisation. On avait la possibilité de traquer beaucoup de choses. Par exemple, rien que sur le social, on était capable de monter jusqu'à du 28 jours clic sur Facebook. Aujourd'hui, on est limité aux 7 jours sur le web et à 1 jour sur la partie app. Aujourd'hui, en 2022, on est plus sur une automatisation des régies. On est plus sur des audiences qui sont de plus en plus larges pour faire travailler beaucoup plus les algorithmes. On met beaucoup plus l'accent sur le contenu, sur les créatives, sur les A/B tests, sur les messages publicitaires. Donc forcément, on s'adapte par rapport à tout ça. Et du coup, tout ça pour dire qu'il ne faut pas avoir peur, entre guillemets, de tout ce qui arrive à l'heure actuelle parce que forcément, on va devoir s'adapter à tout ça. Et en 2025, on va encore devoir encore plus s'adapter avec tout ce qui va se passer. Aujourd'hui, on parle de Web3, on parle de web sémantique, on parle de métaverse, etc. C'est des choses qui ne sont pas encore tout à fait matures sur le marché, mais sur lesquelles il va falloir aussi s'adapter d'un point de vue gestion, d'un point de vue image de marque, d'un point de vue tracking, d'un point de vue campagne. Donc l'idée, c'est de toujours prendre l'écosystème qu'il est à l'heure actuelle, de s'adapter face à ça, parce que des changements, il y en aura toujours sur le digital. C'est une industrie qui grandit très vite, très fort, et donc il ne faut pas s'arrêter à aujourd'hui, c'est fini, on ne peut plus rien traquer, on va arrêter les campagnes de marketing à la performance, parce que ce n'est pas du tout la bonne mentalité à avoir. L'écosystème va perpétuellement évoluer, et donc il faudra tout simplement s'adapter à ce qu'on aura à l'heure actuelle à mettre à disposition sur tout cet écosystème-là. On en a fini pour la partie présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser dans le chat. Je vois qu'il y avait une question du coup qui avait été posée. Si j'ai un internaute qui refuse mes cookies, comment peut-on le faire changer d'avis lorsqu'il reviendra sur mon site? Alors très honnêtement, si je réponds pour ma part, je pense que c'est très compliqué de faire changer d'avis un internaute. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il a fait son choix dans les cookies et qu'on ne lui repropose pas de les accepter, il va très peu aller de son côté dans les paramètres du site et réactiver les cookies. Donc l'idée, c'est de vraiment, comme le disait Charlotte, faire beaucoup d'A/B tests pour que, à partir du moment où on propose le bandeau de cookies, votre taux d'acceptation soit le plus élevé possible, parce qu'il y a très peu de personnes qui, derrière, vont s'amuser à réaccepter les cookies, à part s'ils ont changé de device et qu'on leur repropose de réaccepter ou de refuser les cookies à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Je précise en plus que d'un point de vue légal, on est censé conserver le même temps une acceptation et un refus. Donc après, voilà, à toujours vérifier avec votre service juridique, mais vous n'êtes pas censé ressolliciter l'utilisateur s'il a dit non avant 6 mois, justement. Donc, c'est un peu les solutions que je proposais au début du webinaire, où on voit que certains sites, en cas de refus, repoussent une petite banderole pour expliquer à l'utilisateur pourquoi il est important qu'il consente. Donc là, on constate quand même de bons résultats, ou alors de passer sur un système aussi cookie wall, donc de pousser l'utilisateur lorsqu'il dit non à accepter ou à s'abonner. C'est aussi des techniques qui le poussent à éventuellement changer d'avis quand il vient de consentir ou non. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Surtout, n'hésitez vraiment pas.
Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, dans tous les cas, on vous enverra le replay de ce webinaire ainsi que la présentation par mail. Donc n'hésitez pas, on reste encore un petit moment si vous avez des questions dans le chat. Puis sinon, Au revoir et merci pour votre participation. Merci à tous, passez une excellente journée.